Bonjour à tous. Donc Nicolas, Thibaut et moi allons vous parler cet après-midi ou cette fin d'après-midi d'autocalibration. Donc cette présentation, elle se base sur un papier qui a été coécrit par Nicolas, Julien Truffin, Michel Denuy et moi-même, et qui s'appelle donc Est-ce que l'autocalibration améliore la qualité du lift? Et en fin de présentation, Thibaut vous montrera un outil qui a été conçu donc en interne pour quand vous rentrez chez vous, tester sur vos données l'algorithme d'autocalibration. Et donc quand je dis en interne, c'est au sein de Detralytics, qui est donc un cabinet de conseil en actuariat. Avant de parler et de rentrer dans les détails d'autocalibration, introduisons ou revenons un peu sur le principe de tarification technique ou actuarielle. Oui, venez. Bonjour. Donc, supposons que nous ayons une réponse, donc qu'on va nommer Y. Donc, ça peut être un nombre de sinistres, donc une fréquence, un montant de sinistre, donc une sévérité, ou un coût total, qui est donc une fréquence fois une sévérité. Et supposons qu'on dispose également d'un ensemble de caractéristiques des assurés. Dans notre cas, en P caractéristiques, qu'on rassemble dans un vecteur X. Donc, la tarification technique ou actuarielle, elle a pour but donc d'estimer l'espérance conditionnelle de ma réponse sachant X, donc d'estimer en moyenne qu'est-ce que va être ma réponse en utilisant toute l'information contenue dans mes caractéristiques. Et lorsqu'on fait une tarification, il y a certaines propriétés que l'on désire avoir. Une première propriété, c'est d'avoir une bonne corrélation entre mes prédictions et ma sinistralité. Donc je m'attends à ce que mes assurés qui présentent une sinistralité élevée payent une prime qui est plus élevée que mes assurés qui présentent une sinistralité plus faible. Une deuxième propriété, c'est un équilibre global. Donc par global, on entend au sein de tout mon portefeuille. Et donc par équilibre, on entend une égalité entre la somme des primes que je vais demander et la somme des sinistres observés. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin est une propriété qui est désirée? C'est premièrement pour permettre à l'assureur d'indemniser tous ses bénéficiaires et tierces parties. Parce que si la somme des primes demandées est inférieure à la somme des sinistres observés, l'assureur a de fortes chances, d'un point de vue technique en tout cas, d'être en déficit. Et enfin, une dernière propriété désirée, c'est un équilibre local donc au sein de certains sous-portefeuilles. Donc si par exemple je considère une certaine classe de mon portefeuille et qu'au sein de cette classe, la somme des primes que je vais demander n'est pas en lien avec l'observé, par exemple beaucoup plus élevée, toutes ces personnes, ils ne vont pas venir chez moi, ils vont aller chez le concurrent. Et inversement, si la somme des primes est beaucoup plus faible que la somme des sinistres observés, je vais un peu avoir tous les assurés du marché qui vont venir chez moi parce qu'on va demander une prime qui est faible. Et donc, on va avoir un petit peu ce phénomène d'anti-sélection. Donc maintenant, en ce qui concerne les modèles fréquemment utilisés, il est surtout intéressant de constater que vous avez deux grandes catégories de modèles ici présents. Vous avez d'une part les modèles non paramétriques et d'autre part les modèles paramétriques. Pourquoi est-ce qu'on fait, il est intéressant de faire cette distinction-là en particulier? C'est parce que si vous vous intéressez un peu plus à la genèse de la classification des risques, ça reposait principalement sur des méthodes de biais minimal. Et on considérait déjà, aux alentours des années 60, des primes comme étant acceptables si elles reproduisaient l'équilibre dans des sous-portefeuilles correspondant à chaque niveau des facteurs de risque, c'est-à-dire tels que l'âge ou encore le genre de l'assuré. À côté de ça, vous aviez également besoin d'un équilibre sur le portefeuille total. Vous voyez déjà que dans ces premières méthodes, ces frameworks qui ont mené aux méthodes de marginal totals, on dira souvent MMT dans la suite, vous avez les propriétés intéressantes, les propriétés souhaitables d'une tarification telle qu'énoncée par Harrison juste avant. Après les méthodes de marginal totals, on est passé vers des GLM. Une fois que vous avez eu bien sûr des ordinateurs assez puissants, assez performants. Et pourquoi est-ce qu'on a pu passer à ces méthodes GLM? C'est parce qu'il a été démontré que les GLM avec des fonctions de lien canonique, ainsi qu'un score contenant un intercept, allait impliquer un équilibre local, des équilibres locaux, ainsi qu'un équilibre sur le portefeuille total. Ça, vous pouvez assez facilement le redériver en écrivant les équations de vraisemblance associées.
Vous voyez bien que cette facilité de passer des MMT vers les GLM, c'est certainement venu de la puissance des ordinateurs, mais c'est également parce que vous êtes vraiment dans les mêmes propriétés et dans les mêmes interprétations entre les deux modèles. Ces propriétés d'équilibre, c'est par contre perdu une fois que vous passez au modèle non paramétrique. En effet, dans le cas des modèles non paramétriques, vous avez juste un algorithme qui minimise la fonction de déviance, c'est généralement la fonction objective que vous prenez en assurance. Et vous n'avez aucune contrainte additionnelle. Le fait d'avoir juste une fonction objective, ça vous permet d'avoir des scores qui dépendent de manière beaucoup plus flexible en fait, de vos variables explicatives, mais au prix un peu de vos contraintes d'équilibre. Que nous, on désirerait pouvoir restaurer ces conditions d'équilibre global et local sur des modèles non paramétriques. Pourquoi? Parce qu'elles nous permettent d'obtenir des meilleures prédictions. On obtient des meilleures corrélations entre réponses et valeurs calibrées en ayant payé ce prix des relations d'équilibre. Vous voyez bien là les différents avantages et inconvénients entre d'une part GLM et GAM et d'autre part les modèles non paramétriques. Nous, on a principalement utilisé du boosting et des réseaux neuronaux. Une première intuition pour pouvoir restaurer ces équilibres, ça serait de dire on va venir contraindre l'algorithme à chaque itération. Vous pouvez essayer de procéder comme ça. Le problème, si vous procédez ainsi, c'est que vous allez uniquement récupérer un équilibre sur le portefeuille total et au prix d'un très grand coût computationnel, parce que vous allez avoir chaque itération qui consomme beaucoup plus. Nous, on va plutôt vous proposer, pour ces deux points négatifs de cette approche, de passer par l'autocalibration. L'autocalibration, qu'est-ce que c'est? C'est en fait défini, un prédicteur est autocalibré s'il il vérifie l'équation, la condition sur ce slide-ci. Vous devez vraiment interpréter ça comme une condition d'autofinancement, c'est-à-dire que les assurés payant la même prime seront autofinancés. En d'autres mots, si vous voyez qu'un groupe d'assurés paye la prime qu'on leur a estimée pi chapeau, vous voyez en fait que leur prime pure est en fait pi chapeau. Pour ceux qui préfèrent le voir dans l'autre sens, c'est plutôt la sinistralité des individus qui est couverte en moyenne par leur prime pure. Et il n'y a donc pas de transfert en fait entre les différentes catégories, les différents sous-portefeuilles d'assurés. Comment est-ce qu'on va se proposer d'implémenter cette autocalibration? L'implémentation, elle va se présenter comme suit. Vous allez avoir une tarification classique. Donc, vous pouvez avoir une prime qui est produite par un modèle non paramétrique ou paramétrique, qui donc ne satisfait pas nécessairement aux relations d'équilibre. Et on se propose de vous imposer une étape additionnelle d'autocalibration afin de restaurer cela. En pratique, on passe par une propriété de Denuy, Charpentier et Truffin. Ça découle d'un de leurs papiers en 2021. Et ils vous proposent simplement de passer à la prime Balance Corrected. La prime Balance Corrected, elle est définie telle que la dernière équation sur ce slide. À nouveau, vous avez vraiment vous êtes dans le même esprit que l'autocalibration. Vous pouvez voir, donc ça revient à corriger le prédicteur initial afin qu'il respecte les observations historiques tant au niveau global que local. Et mathématiquement, vous avez de nouveau le même type de considération. C'est l'espérance de ma prime calibrée qui est égale à l'espérance des sinistres observés, ce qui va garantir nos équilibres. Ce passage à la prime Balance Corrected, ça va se présenter en fait comme un GLM local, c'est-à-dire un GLM avec uniquement un intercept et une fonction de lien canonique, qui va être calibré sur base des triplets réponses. La première prime pi chapeau, c'est la prime initiale de votre premier modèle, et en tenant compte de l'exposition. Vous voyez que là, si on prend cet intercept et une fonction de lien canonique, c'est pour récupérer les équations de vraisemblance d'où vont découler nos équilibres locaux et globaux. Afin de passer à la prime Balance Corrected, on considère en fait chaque profil de risque X pour lesquels on va définir des voisinages V de X. Ces voisinages, ils rassemblent en fait un pourcentage alpha des données avec les prédictions par assuré pi chapeau de XI les plus proches des primes estimées pi chapeau du modèle initial.
Là, intuitivement, ce qu'on désire imposer, ce sont les contraintes marginales sur ces voisinages définis au moyen de la prédiction initiale. Et c'est ça qui va vous permettre en fait un transfert d'expérience aux différents assurés présents dans le voisinage. Et dès lors, ça va vous impliquer l'équilibre local dans ces voisinages V de X. Le pourcentage alpha, en fait, c'est notre paramètre de lissage. Vous pouvez l'interpréter comme ce qui nous permet de contrôler la taille des voisinages V de X où on va imposer l'équilibre local. Pour vous donner une meilleure intuition de comment le paramètre alpha fonctionne, le mieux c'est de s'intéresser au cas extrême. Vous avez le cas où alpha est égal à 100%. À ce moment-là, V de X c'est votre portefeuille total. Et vous voyez bien que l'équilibre global ou juste un équilibre local sur le portefeuille total, ça revient au même. Donc vous n'avez pas vraiment de valeur ajoutée à ce niveau-là. Dans l'autre cas, si vous avez des jeux de données un peu plus restreints et un alpha très petit, vous pouvez vous retrouver avec le cas où V de X c'est uniquement un assuré. À ce moment-là, vous n'allez pas avoir de lissage, de transfert d'expérience aux différents assurés et vous ne pouvez pas obtenir le lissage désiré pour passer à la prime balance corrected. Vous sentez que le alpha optimal va se trouver un peu, c'est le trade-off entre ces deux extrêmes. Le alpha optimal il est choisi par likelihood cross validation. Si vous voulez voir ça un peu comme un grid search, vous avez une régression locale qui est calibrée et la vraisemblance entre la nouvelle prime calibrée cette fois et l'observée est calculée par de la cross validation. Au sein des voisinages, vous avez enfin des poids qui sont associés à chaque observation, à chaque assuré si vous préférez. Ces fonctions de poids, elles peuvent soit être, ça peut soit être fonction de la distance entre les prédictions par assuré et la prime du modèle initial pi chapeau, ou alors ça peut être uniforme ou constant. Vous pouvez voir ici donc ces fameuses, avec les poids de la fonction générale, ces fameuses équations de maximum de vraisemblance d'où redécoulent nos équilibres. Nous, on a fait le choix des fonctions de poids uniformes. Pourquoi est-ce qu'on fait ce choix-là? C'est parce que du coup, vous vous retrouvez avec un GLM local, c'est juste un GLM avec intercept, fonction de lien canonique et des poids uniformes. Donc vos voisinages V de X, vous pouvez voir vraiment ça comme des petits carrés que vous venez appliquer sur une droite réelle. Et ça vous permet de grouper les assurés proches au sens où ces assurés, ils ont une valeur de prédiction qui est semblable. Donc, numériquement, à la sortie du GLM local, ils ont des valeurs qui sont assez proches. C'est comme ça qu'on va pouvoir les grouper. Avec les fonctions de poids uniformes, vous récupérez la dernière équation qui est un petit peu simplifiée. Pour ceux qui préfèrent une intuition mathématique, sur la dernière équation, vous pouvez retrouver les cas extrêmes du alpha qu'on vous a expliqué juste avant. Si vous prenez V de X, qui est l'entièreté de votre portefeuille, en fait, c'est juste une prime uniforme sur le portefeuille total. Si vous prenez V de X, qui est juste un assuré, vous voyez que la prime balance corrected, c'est juste son observation à lui. Pour ceux que ça a été comme ça. Donc vous voyez qu'on a bien pu passer par quelque chose qui est assez simple. C'est un GLM avec juste un intercept, une fonction de lien canonique et des poids uniformes. Donc ça consiste vraiment à utiliser la prime pi chapeau produite par le modèle initial comme seule variable explicative dans un GLM local. Et c'est ça qui vous permet de grouper les assurés proches au sens où ces assurés, ils ont une valeur de prédiction semblable. De là, on a récupéré nos équilibres locaux et globaux. Vous pouvez interpréter ce lissage local vraiment comme une application du principe de mutualisation des risques, qui est déjà central en assurance et que vous utilisez tous. Maintenant, la seule chose, c'est que si on a pu récupérer ces équilibres et qu'on récupère une prédiction dans ces voisinages, dans ces sous-portefeuilles au niveau où on applique les équilibres locaux, il y a une différence d'interprétation. Dans le cas des GLM ou des MMT, vous aviez des sous-portefeuilles où on a un équilibre local qui découle de chaque niveau des variables explicatives, comme je vous avais dit, le genre ou l'âge. Maintenant, en fait, dans les voisinages où on a l'équilibre, c'est vraiment parce que les assurés dans ce voisinage sont proches au sens où la prédiction du modèle initial était proche, était numériquement semblable, si vous préférez. Ça ne veut pas pour autant dire que tous les assurés qui finissent dans un même voisinage ont exactement le même profil de risque. C'est juste un peu, en termes d'interprétation, il y a un petit tweak, mais on a une interprétation.
Maintenant qu'on vous a montré théoriquement qu'on pouvait récupérer ces équilibres locaux et globaux, on peut passer à notre application pour que vous voyez un peu mieux, entre autres sur les leaf charts, l'effet de cette étape additionnelle d'autocalibration. Et donc pour l'exemple, on a choisi un jeu de données qui est libre, qui est en open source dans le package R CAS Dataset. C'est un portefeuille RC Auto, un assez grand portefeuille. Et nous, dans cette étude-ci, on va uniquement s'intéresser à la fréquence des sinistres, mais on peut très bien étendre cette étude à la sinistralité ou au coût total. Donc on a divisé notre jeu de données en 3 parties. Une première partie qu'on va appeler set d'entraînement, où on va venir calibrer notre modèle initial. Une deuxième partie qu'on va appeler set de correction. C'est vraiment la partie sur laquelle on va venir appliquer l'algorithme d'autocalibration via le GLM local. Et donc pourquoi est-ce qu'on utilise un set différent? C'est pour éviter toute source potentielle d'overfitting, parce que ces données n'ont pas été vues par le modèle initial. Et enfin, un dernier set qui va permettre de comparer les différents modèles avant et après autocalibration. Donc pour le modèle initial, on a considéré 3 types de modèles, donc un GLM, un GAM et un boosting. Et tous les résultats ont été produits donc sur le test set, sur des données qui n'ont pas été utilisés pour calibrer les différents modèles. Donc si on se rappelle dans l'introduction, j'ai dit qu'une des propriétés désirées était l'équilibre global. Donc ici on voit sur le test set, on a en moyenne 10% de sinistres. Donc, comme on peut s'y attendre avec les équations de vraisemblance pour le GLM et pour le GAM qui viennent contraindre cet équilibre, l'autocalibration ici n'a peu d'impact pour ces 2 modèles. Par contre, si on regarde au niveau du boosting, avant autocalibration, on vient sous-estimer très nettement la fréquence au niveau du portefeuille global. Et une fois qu'on applique l'algorithme d'autocalibration, on vient corriger ce biais et donc corriger ma fréquence globale au niveau du portefeuille et ici du test set. Donc dans ce cas-ci, l'autocalibration vient restaurer, si on veut, un équilibre global, mais qu'en est-il au niveau local? Et donc pour ce faire, on va utiliser des diagrammes de lift simples. Et qu'est-ce que diagrammes de lift? Ce sont des diagrammes qui permettent premièrement de segmenter les profils de risque de mes assurés et de répondre à des questions comme comment est-ce que mon modèle différencie mes bons et mauvais élèves, donc c'est-à-dire mes assurés à coût faible et mes assurés à coût élevé. Et puis, est-ce qu'au sein de cette différenciation, je suis en lien avec l'observé pour éviter tout ce qui est phénomène d'antisélection? Donc, comment est-ce qu'on construit les diagrammes de lift? Premièrement, les observations sont ordonnées sur base des prédictions par ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Une fois que ces observations sont ordonnées, on va les répartir en un certain nombre de sous-ensembles de taille équivalente. Donc par taille équivalente, on entend de même exposition. Dans nos cas, on va à chaque fois choisir 10 sous-ensembles. Pour chaque sous-ensemble, on va venir calculer la moyenne des prédictions de mon modèle et la comparer avec la moyenne des observations pour ce sous-ensemble. Et puis on va venir normaliser par la moyenne des prédictions pour une question de lisibilité et interprétabilité. Donc au niveau des résultats, premièrement, juste peut-être une petite définition pour qu'est-ce que le lift. Le lift, c'est la valeur du dernier sous-ensemble moins la valeur du premier sous-ensemble. Et ça va permettre de quantifier la capacité de mon modèle à distinguer les bons élèves des moins bons élèves. Et donc, comme on s'y attendait pour le GLM avec les équations de vraisemblance, même si c'était un équilibre local au niveau des variables et qu'ici on est plutôt dans un équilibre au niveau de la prime, on est en lien avec l'observé. Mes prédictions avant autocalibration sont déjà en lien avec l'observation, donc l'autocalibration ici n'a peu d'impact ou peu d'intérêt. Les résultats sont assez similaires pour le GAM. Par contre, où ça devient intéressant, tu peux encore switcher, c'est au niveau du boosting. C'est qu'on voit qu'avant autocalibration, pour chaque sous-ensemble, on voit sur la courbe verte, qui est donc la courbe de mes prédictions, on sous-estime l'observation pour ces sous-ensembles.
Et lorsqu'on applique donc sur ce modèle l'autocalibration, on voit qu'on vient corriger ces prédictions et que maintenant mes prédictions après autocalibration sont en lien pour chacun des sous-ensembles avec l'observé. Et en plus, on a un gain en lift, ce qui est toujours assez intéressant. Donc ici, les diagrammes de lift simples, ils comparent les prédictions des modèles vis-à-vis de l'observé, mais il pourrait être aussi intéressant de comparer les modèles avant et après autocalibration sur un même graphe. Et c'est pourquoi on va utiliser les diagrammes de lift double. Et donc ils se construisent un peu de la même façon que les diagrammes de lift simple. C'est qu'on va, premièrement, ici, on va calculer un ratio entre mes prédictions après et avant autocalibration. Et on va ordonner les observations sur base de ce ratio par ordre croissant. Et ensuite, on va répartir donc de nouveau en un certain nombre de sous-ensembles de taille équivalente pour lesquels on va venir calculer une moyenne prédite, donc des prédictions avant et après autocalibration, ainsi que la moyenne observée. Ici, on va juste analyser les résultats donc pour le boosting qui sont intéressants. Et c'est que si on regarde les premiers et les derniers sous-ensembles, donc qui sont les sous-ensembles où le ratio d'autocalibration est le plus faible ou le plus élevé, on voit en fait tout l'effet de l'autocalibration. C'est-à-dire que si on part de ma courbe verte, qui est avant autocalibration, bien après autocalibration, donc qui est ma courbe rouge, on vient se rapprocher de l'observé. Et enfin, une technique qui est assez utilisée une mesure qui est assez utilisée dans la pratique, c'est la déviance. Donc au plus petite est ma déviance, au meilleure est la capacité prédictive de mon modèle. Dans notre cas, on s'y attendait un petit peu, mais même avant autocalibration, les prédictions du boosting sont plus corrélées avec la réponse et donc mènent à une déviance qui est plus faible. Mais ce qui est intéressant ici, et ça confirme l'intuition qu'on avait jusqu'à présent, c'est dans les diagrammes de lift, c'est que après autocalibration, pour le boosting, on vient améliorer le modèle, qui se traduit ici donc par une réduction de la déviance. Donc en conclusion, vous pouvez voir qu'on a quand même réussi à réconcilier les modèles non paramétriques avec le même type de propriétés que les modèles MMT ou les GLM. Et donc on espère qu'on peut faciliter cette évolution des modèles GLM vers les modèles non paramétriques avec cette étape additionnelle d'autocalibration. Vous voyez qu'on a bien réussi à restaurer les équilibres globaux et locaux, bien sûr dans des portefeuilles assez larges et avec une interprétation un peu différente. On garde nos bonnes corrélations entre les prédictions et la réponse, donc ce qu'on voulait à tout prix garder en rajoutant des équilibres et de l'interprétation. Et on a pu voir qu'on améliore le lift, et dans le cas de notre étude, nous on avait une amélioration de la déviance par exemple. Ça vous suggère quand même que l'autocalibration, ça peut être un élément vraiment clé si vous voulez essayer d'imposer un peu plus d'intelligence artificielle dans vos tarifications. Et on peut également vous montrer qu'on a construit un petit dashboard pour vous fournir les différents graphiques. On peut vous faire une démonstration un peu en direct avec Timo. Oui. Bonjour à tous. Je vais vous montrer comment fonctionne l'application. L'application est disponible sur notre site web et peut être consultée librement. Et le but de cette application est de démontrer comment l'autocalibration affecte un ensemble de primes qui sont un ensemble de primes du monde réel. Nous avons donné à l'utilisateur la possibilité de charger son propre ensemble de primes qui sont ensuite autocalibrées. Les résultats de cette autocalibration sont également donnés dans l'outil et l'outil facilite la comparaison entre les primes avant et après autocalibration. Ainsi, si vous avez un ensemble de primes qui ne sont pas autocalibrées ou qui ne satisfont pas le principe d'MMT, cet outil peut montrer quel pourrait être l'effet de l'autocalibration. Cependant, nous devons noter que cet outil est fourni à des fins éducatives, uniquement pour illustrer l'effet de l'autocalibration. La liste déroulante sur le côté gauche de l'écran est utilisée pour naviguer entre les différents onglets.
Le premier onglet donne quelques informations supplémentaires sur l'outil et sur la théorie de l'autocalibration. Et il donne également une description du contenu des autres onglets. Le premier onglet important est celui des exemples qui donne les résultats de l'autocalibration sur 3 jeux de données différentes. Ainsi, pour chaque jeu de données, nous avons entraîné un GLM, un GAM et un GBM. Par extension, nous avons également formé un neural network, mais cela n'a pas été abordé dans l'article publié. Donc, la première visualisation que nous avons sont les simple lift charts avant et après autocalibration. Le degré de proximité entre la courbe des primes et celle-ci des sinistres détermine le respect de l'équilibre global et local. Et la comparaison entre les primes, la moyenne des primes prédites avant et après autocalibration est également donnée en bas de l'écran. Ensuite, nous avons le double lift chart qui est trié sur base du rapport entre les primes avant et après autocalibration. L'onglet suivant compare la déviance avant et après autocalibration. Et par exemple, pour cet jeu de données, nous pouvons clairement voir l'amélioration pour le boosting. Nous avons étendu les visualisations présentées dans l'article en incluant 2 nouveaux graphiques dans l'outil. Pour le premier ajout, nous avons appliqué la cross-validation en autocalibrant sur 9 faults et en testant la déviance sur l'autre fault. Et le résultat est alors une déviance cross-validée et la moyenne de la déviance est affichée par la ligne pointillée bleue et rouge. Le deuxième ajout est un tracé de concentration et Lorenz curve avant et après autocalibration. Nous avons remarqué que celles-ci sont utilisées largement dans la pratique pour évaluer des ensembles de primes. Mais une discussion approfondie sur les courbes de concentration et Lorenz sort toutefois du cadre de cette présentation. L'onglet suivant est celui de l'onglet Inputs. Ici, si nous cliquons sur This file, un fichier Excel est téléchargé dans lequel les primes prédites doivent être chargées avec le nombre de sinistres et l'exposition. Ce modèle doit être suivi avec précision, sinon l'outil ne reconnaît pas les variables correctes. Après avoir inséré vos données et enregistré ce fichier, vous pouvez l'enregistrer dans l'outil en cliquant ici, comme ça. Ah non, c'est... OK. Donc, sur le côté droit de l'écran, on peut voir les 20 premières lignes de l'ensemble de données chargées. Cela nous permet de nous assurer que les données chargées sont correctes. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Auto-Calibrate. Cela lance l'algorithme de l'autocalibration qui se déroule comme suit. Donc, 50% des données sont utilisées pour l'autocalibration et la recherche de l'alpha optimal. Et l'autre moitié est utilisée pour faire des visualisations et pour examiner les résultats sur des données non vues. Donc, c'est important que les données chargées n'aient pas été utilisées dans l'entraînement du modèle de tarification. Et on peut voir les résultats dans l'onglet Results, qui donne les mêmes sorties graphiques que celles-ci dans l'onglet Examples. Donc, nous avons tout d'abord la comparaison entre les Simple Lift Chart, ensuite le Double Lift Chart, la déviance à cross-validation, mais ça prend un peu de temps
et ça dépend de la taille de l'ensemble de données. Et enfin, nous avons aussi le tracé de concentration et Lorentz curve. On attend un peu pour la cross-validation pour montrer les résultats. Donc c'est presque fini. Et voilà, ce sont les résultats pour la déviance à cross-validation et ce sont les concentrations et Lorentz curve. Et le dernier onglet est l'onglet Download, où nous pouvons télécharger l'ensemble de primes qui sont autocalibrées. Nous avons d'abord un aperçu de l'ensemble de données autocalibrées sur le côté droit de l'écran. Et ici, les primes autocalibrées sont ajoutées à l'ensemble de données initiales dans la colonne Premium After AC. Et maintenant, si nous cliquons sur le bouton Download, un fichier Excel sera exporté avec l'ensemble de données autocalibrées. Et cela permet à l'utilisateur d'effectuer ses propres analyses sur les primes autocalibrées. Cependant, nous devons noter encore une fois que cet outil est fourni à des fins éducatives uniquement pour illustrer l'effet de l'autocalibration. Merci à tous pour votre attention. Je pense que nous avons encore quelques minutes pour des questions. Non. Personne n'a une question? Dans ce cas, un tout grand merci à tous et on vous souhaite une belle soirée.